Que vous entendez sur ces confrontations de points de vue aussi sur justement le bilan notamment des 100 jours du gouvernement? Moi, je pense que le point essentiel qu'il avait mis, le président de la République, c'était de dire Elisabeth Borne a 100 jours pour élargir la majorité. Mmh. Donc, à l'issue de ces 100 jours, le président de la République, lors de son allocution, doit nous expliquer où est l'élargissement, soit à gauche, mais visiblement, vu le comportement de la NUPES, est-ce que les macronistes, est-ce que Renaissance peut se dire qu'ils sont compatibles avec la NUPES, et notamment avec les propos de Jean-Luc A Mélenchon? priori Est-ce pas. qu'il y a une compatibilité politique avec eux? Est-ce qu'ensuite, après, le président de la République ou Elisabeth Borne ont réussi à attirer des républicains, eux? Est-ce que des membres des républicains, est-ce que des coalitions sont possibles dans la mesure où Éric Ciotti a proposé des propositions sur l'immigration, Laurent Wauquiez sur la sécurité? Est-ce que monsieur est capable de nous dire que la majorité est capable de reprendre des propositions sur la sécurité, sur l'immigration de la part des Républicains? Vraisemblablement, on n'est pas sur un élargissement, on est sur un rétrécissement de la base du président de la République. Et le pire de tout ça, c'est que ce n'est même pas uniquement un rétrécissement, c'est un décalage complet entre les attentes de son propre électorat avec la politique qui est visée. Lorsqu'on parle d'apaisement, les Français ne veulent pas de l'apaisement, ils veulent de l'ordre, ils veulent qu'on puisse restaurer l'ordre, la sécurité et la sûreté dans nos territoires. Or, il n'y a aucun cap qui est fixé et c'est ça le drame. Ce n'est pas une question de casting, c'est une question de cap politique. Et Emmanuel Macron est déjà en décalage avec les Français qui ont exprimé une sanction lors des dernières élections législatives en lui donnant une majorité relative et non pas absolue. Ludovic Mendes, les 2-3 qui ne font pas l'affaire, ça suffit de les sortir? De toute façon, lorsque vous avez des points faibles dans une équipe, il faut toujours les changer. La difficulté, c'est que même si le président de la République ne le reconnaît pas, il y a l'incendie en France. On a eu des émeutes les plus importantes depuis 2005. Et pour faire face à cet incendie, il sort le pistolet à eau. Ce n'est pas avec quelques ministres qu'il pourra éteindre l'incendie. Il faudra un changement complet de politique. Et même la question du casting n'est même pas nécessaire. Parce que de toute façon, ce sont sur les postes clés et sur les magistères clés et la ligne politique du président de la République qui sont remis en cause. Le président de la République est remis en cause par 2 tiers des Français. Le départ d'Elisabeth Borne était souhaité par 2 tiers des Français. 65% à 70% des Français veulent davantage d'ordre, de sécurité, et le gouvernement est incapable de pouvoir les assurer, soit par défaut idéologique, soit par manque de majorité à l'Assemblée nationale, tout simplement parce que le président de la République est incapable de tenir ses troupes. C'est davantage Sacha Houlié, le président de la commission des lois, qui est un gauchiste, que Gérald Darmanin, qui tient la ligne politique sécuritaire du gouvernement et la ligne migratoire. C'est pour ça que la loi migration n'est toujours pas passée à l'Assemblée nationale. Elle est repoussée sans cesse. Donc on a une difficulté énorme. Et ensuite, après, ce qu'on voit, c'est que autant le macronisme était la sphère d'attraction depuis 2017 et son arrivée sur la scène politique nationale, maintenant il ne l'est plus, tout simplement parce que plus personne ne veut rejoindre le Titanic. On sait à peu près que ce gouvernement ne tiendra pas plus loin que les Jeux Olympiques. Donc les Européennes et les Jeux Olympiques vont être le dernier juge de paix et on passera à la dernière étape du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pierre-Henri Bovis, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs semaines. Est-ce que c'est étonnant, sachant qu'on a vu beaucoup de scènes comme dans les ZAD, la peinture contre les tableaux, le périphérique bloqué? Il y a eu beaucoup quand même de ce genre d'action ces derniers mois. De toute façon, les Français sont toujours dans le bon sens. Lorsque vous prenez les méthodes de l'écologie radicale, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire utiliser la violence, la dégradation de biens et l'attaque aux personnes à des fins de motifs politiques. Qu'est-ce que ça comprend des définitions françaises et internationales? C'est du terrorisme. Lorsque vous attaquez à des biens et à des personnes au nom d'une idéologie, vous rentrez dans la case du terrorisme. Donc il est normal de qualifier ces personnes comme des terroristes. Trop souvent, on a été clément avec ces activistes écologistes parce qu'ils étaient gentils, parce qu'ils s'habillaient mal, etc. Ils ressemblaient un peu à des gentilles personnes de la nature comme Robinson Crusoe. Seulement, lorsque vous prenez les attaques de McDonald's, les attaques de centrales nucléaires, les dégradations d'agriculture, l'attaque de propriété personnelle, ce sont des méthodes terroristes. Donc je pense qu'il faut arrêter d'être clément envers ces personnes-là. Il faut pouvoir les qualifier comme telles. Lors de la dissolution des soulèvements de la Terre, Gérald Darmanin a fait juger et en tout cas encourager le parquet et la police judiciaire à enfermer ces personnes, en tout cas les poursuivre pour terrorisme. Je pense que c'est une bonne initiative. Petit à petit, les Français reprennent le contrôle du terrorisme gauchiste. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont qualifié ce qui était bien, ce qui était mal. Il y avait le mal qui est toujours du même côté. Je pense que le problème de la France, c'est qu'on qualifie mal les mots. Et or, ces personnes-là qui s'attaquent à des biens, qui participent à des manifestations interdites, qui s'en prennent au bien de l'État, qui s'en prennent à tout un nombre de choses que font les terroristes, doivent être qualifiés comme tels, doivent être poursuivis comme tels et enfermés comme tels. Christophe Madrol, on refait un exemple. La parole publique de Sandrine Rousseau et des escrologistes, ils se concentrent 85% sur le wokisme,
les théories non genrées, les toilettes non genrées, etc. Et ensuite, après, 10 à 15% d'écologie. Et dans ces 10 à 15% de l'écologie, ils proposent que des méthodes d'écologie punitive. Lorsque vous prenez les maires qui ont été élus, Pierre Emmerich à Bordeaux, Grégory Doucet de Lyon, les seules méthodes qu'ils font, c'est enlever les sapins de Noël, construire des toilettes non genrées ou c'est je ne sais plus quelle vessie non genrée, et ensuite après faire des exhibitions de personnes nues, etc. C'est uniquement ce qu'ils font. Ils ne font pas de politique écologique. Est-ce que vous les avez vus proposer une nouvelle méthode de circulation, travailler avec les différentes régions pour proposer des nouvelles méthodes de transport? Est-ce que vous avez vu les écologistes soutenir la présidence de la République pour inscrire le nucléaire dans les financements européens et soutenir le nucléaire qui est l'énergie la plus décarbonée et qui nous permet, le protocole de Kyoto, de diviser nos émissions de gaz à effet de serre de 25 à 50%. Ils proposent rien de tout ça. Ils proposent aucune méthode pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour faire en sorte d'avoir une énergie plus propre. Ils proposent des méthodes de cancel culture et de wokisme. Christophe a raison, qu'il y a un lien entre les deux, qu'il se trompe. Il y a plusieurs points sur le point qui donnent. En effet, ce qu'on a vu notamment lors des dernières élections législatives, c'est qu'au départ, pendant très longtemps lors de la Ve République, lorsque vous étiez face à un candidat du Rassemblement national, vous gagniez automatiquement. Vous mettiez une chèvre, n'importe qui, tout le monde gagnait contre le Rassemblement national. Là, ce qu'on a vu, c'est que lors des duels Rassemblement national contre la France insoumise, les électeurs des Républicains, du Parti socialiste et de la majorité préféraient voter pour le Rassemblement national que pour la France insoumise. Et ça, c'est un renversement de paradigme majeur. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un front républicain, on est désormais sur un front anti-LFI. Ça veut dire que LFI est le meilleur carburant et le meilleur atout pour que Marine Le Pen soit un jour élue présidente de la République. Est-ce que Marine Le Pen est capable de battre le plafond de verre? On n'en sait rien à l'heure actuelle. Par contre, il paraît que Marine Le Pen serait au second tour face à Jean-Luc Mélenchon, vraisemblablement, à l'heure actuelle, si l'élection avait lieu dimanche, elle gagnerait cette élection présidentielle. Le deuxième point que je vois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, par ses attitudes, par ses discours anti-police, ses discours communautaires, ses attaques contre la laïcité et son tournant à gauche, est en train d'être le meilleur agent électoral de Marine Le Pen. À chaque fois que Jean-Luc Mélenchon parle, vraisemblablement, Marine Le Pen gagne des électeurs. Lorsqu'il insulte les policiers se tournent davantage vers le Rassemblement national. Lorsqu'il parle et qu'il met une politique communautaire en faveur des quartiers, et de plus en plus de personnes, ce que Christophe Guilluy appelle les Français de la France périphérique, se tournent vers le Rassemblement national. Donc au final, Jean-Luc Mélenchon est en train d'accomplir son rêve. Après plus de 20 ans, avoir appelé à voter Jacques Chirac en se bouchant le nez, finalement, il est le meilleur carburant pour permettre à Marine Le Pen d'être élue présidente de la République. Et donc, on va